Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Covid-19, les Français face au virus. Vous le savez, vous le vivez, tout le monde subit en ce moment la même crise sanitaire. Notre vie a changé, notre emploi du temps aussi, nos activités ont été bouleversées d'un jour à l'autre. Certains ont dû continuer à travailler malgré tout. Certains travaillent différemment, d'autres encore ont dû tout arrêter. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage d'une travailleuse du sexe. Nous l'avons interrogée car sa situation précaire en temps normal l'est encore davantage à l'heure du confinement. Comme pour tous les travailleurs du sexe, pas de clients signifie pas de revenus et dans sa situation, pas de travail, cela signifie aucune aide, pas de chômage partiel, cela signifie aucune ressource. De la difficulté de survivre au confinement au sentiment d'être plus que jamais invisible aux yeux de la société, Anaïs nous parle de ces Français laissés ainsi démunis. Je suis Anaïs Delanclos, je suis travailleuse du sexe depuis bientôt 9 ans. Je travaille souvent sur Paris, principalement sur Paris, et je suis confinée sur Paris. Est-ce que dans votre milieu ou vous-même, vous avez vu venir cet événement ? Non, jusqu'au moment du confinement, finalement, c'est vraiment une info que je pense quelque part j'ai dû volontairement occulter, parce que le fait de ne plus pouvoir travailler est impensable pour moi, puisque je suis dans une situation de travailleuse indépendante. Si on arrête de travailler, on n'a pas le chômage, on ne peut pas se mettre en arrêt maladie, on peut pas. Donc même celles qui appréhendaient la maladie, on a continué à travailler jusqu'au bout. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que depuis la pénalisation du client en 2016, nous avons beaucoup moins de clients qu'avant. Ce qui fait que nos situations financières, que ce soit la mienne comme celle des collègues, de façon générale, est devenue beaucoup plus précaire. Auparavant, on arrivait à mettre de côté, histoire de pouvoir tenir 2-3 mois en cas de maladie, parce qu'on est quand même assez conscient du fait que si on tombe malade ou si on se casse une jambe ou autre, on n'a pas de revenus. Donc, je dirais que d'une façon générale, nous prévoyons ça. Depuis 2016, c'est impossible. On est beaucoup trop précaire pour arriver à avoir un matelas de secours. Je pense vraiment que je devais totalement occulter le danger potentiel parce que d'un point de vue économique, c'est juste pas possible d'arrêter de travailler. J'aimerais pouvoir, mais c'est inenvisageable. Pourtant, vous avez pris la décision d'arrêter. Vous l'avez prise quand, cette décision exactement ? Quand ils ont annoncé que les écoles allaient fermer le lundi et qu'il fallait réduire les déplacements. Là, alors ça devait être le jeudi soir, j'étais avec des amis, on était en terrasse comme d'habitude. Et quand on a su ça, en fait, je me suis dit là, ça sert à rien de continuer à travailler, en fait, c'est prendre des risques inutiles. Il n'y aura plus de clients, ou en tout cas, ça va devenir très, très compliqué. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'arrêter, en fait. Mais c'était plus le fait de me dire, si jamais je tombe malade, rien ne me dit qu'il ne va pas me falloir 3 ou 4 mois pour m'en remettre, puisqu'il y avait quelques infos qui disaient que les gens qui avaient été malades mettaient parfois du temps à se remettre. Mais c'est impossible pour moi d'arrêter si longtemps. Donc, il vaut mieux que je m'arrête tout de suite, que j'attrape pas la maladie et puis pour que je puisse reprendre le plus vite possible aussi. Et puis la peur aussi que plus les clients se raréfient, plus finalement il y a de violences potentielles. Parce que moins on a de clients, moins on a de choix et donc plus on est amené à accepter des gens potentiellement dangereux. Et donc je me suis dit il faut pas prendre de risques et j'ai tout désactivé. Ouais. Vous avez pris cette décision quand vous étiez entouré d'amis. Parmi ces amis, est-ce qu'il y avait des travailleurs et des travailleuses du sexe ? Et est-ce que vous avez pris cette décision ensemble ? Ce soir-là, j'étais avec des amis qui sont... Alors, il n'y avait pas de travailleurs du sexe, que des amis moldus, je dirais, enfin lambda. Et je leur ai dit, bon, j'arrête de travailler. Alors, ils savent tous ce que je fais. Donc, je leur ai dit, bon, là, c'est trop risqué, je vais arrêter de travailler. Ils ont bien sûr tout à fait compris. Puisque connaissant mon activité, ils se doutent bien qu'effectivement, en cas d'épidémie, je suis amenée à rencontrer des gens. Mais pour moi, c'était très très difficile parce que la peur du lendemain, en fait, la peur du lendemain, vraiment la peur du lendemain, de savoir et de se dire combien de temps ça va durer. Cette annonce du confinement, vous l'avez appris comme tout le monde de la bouche du président. Est-ce que vous avez regardé cette annonce et qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
J'ai effectivement, pour une des premières fois, regardé et écouté en direct, parce que je voulais vraiment avoir les infos de première source, hein, savoir très exactement ce qui était prévu. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que les pseudo-mesures qui étaient prises surtout à destination des entreprises, des gens qui sont dans un cadre très normé, et que finalement étaient occultées de ce discours toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ces cases-là, que visiblement rien n'était prévu, par exemple pour les SDF, que ce qui était soi-disant prévu pour les micro-entrepreneurs, il allait falloir regarder vraiment en quoi ça consistait. Et ça m'a beaucoup fâchée, parce que il y a vraiment ce sentiment d'être totalement oublié, en fait, des gouvernants. Ce sentiment qu'une partie de la population, finalement, ne compte pas, n'existe pas, ou en tout cas, n'a strictement aucune importance. Parce qu'il n'y a pas eu un mot, par exemple, pour les personnes qui sont à la rue. Non, c'est... Là, vous êtes invisibilisé dans une situation qui est critique et qui l'est pour tout le monde. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Que comme d'habitude, il va falloir qu'on se démerde tout seul, sans lui, sans le gouvernement, que ça va être difficile, qu'il va falloir lutter. Et tout de suite, je crois que parmi les premières choses qui ont été faites, c'est qu'on s'est contacté entre collègues en disant il va falloir lancer des cagnottes, il va falloir lancer des aides, parce qu'une grosse partie d'entre nous ne va juste pas pouvoir subvenir à ses besoins et qu'il va falloir y répondre dans l'urgence. Et concrètement, ça se traduit comment financièrement? Quand on est travailleur du sexe, le revenu, il est vraiment quotidien. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent quand vous travaillez. C'est pas un salaire à la fin du mois, c'est vraiment au quotidien. Et donc très très vite, dès les premiers jours, on a eu des messages de personnes qui nous disaient j'ai plus rien à manger, je n'ai rien chez moi à manger. Voilà, ça fait 3 jours que je mange pas parce qu'il y a rien et que comme j'ai pas d'argent, je peux pas aller faire les courses. Et puis des gens aussi qui se sont retrouvés du jour au lendemain à plus pouvoir payer leur chambre d'hôtel, par exemple, et donc à ne plus pouvoir loger à l'hôtel. Donc des gens qui se sont retrouvés à la rue. D'autres où tout simplement les hôtels ont fermé. Donc ils se sont retrouvés à la rue, pareil. Et quelle est votre situation à vous? Alors comme c'est arrivé vers le 16 mars, donc le loyer était déjà payé, donc je dirais que jusqu'à maintenant, c'était on va se nourrir et puis on verra pour le mois prochain si on le paye ou pas, ce qu'on fait. Je me suis dit que j'allais probablement pas payer mon loyer et puis pour pouvoir continuer à manger. Mais c'est délicat parce que ça implique que je risque potentiellement de perdre mon logement. Ce qui est compréhensible, hein. Les gens qui louent un appartement, ils ont eux aussi des factures à payer, donc bon. Du coup, sans revenu, vous risquez de perdre votre logement. Comment vous allez résoudre cette équation? Si la situation continue comme ça, je serai contrainte finalement à reprendre le travail avant la fin du confinement. Et ce ne serait pas de gaieté de cœur parce que j'ai très peur. Mais je ne vais pas avoir d'autre choix. Je ne peux juste pas me retrouver demain à la rue. Donc il y a à la fois une obligation, une contrainte et en même temps une peur très forte. Déjà, on risque effectivement de tomber malade, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Potentiellement aussi, on risque de transmettre, ce qu'on ne souhaite pas non plus. Et puis, on sera plus facilement victime de violences, ça c'est, semble-t-il, confirmé, puisqu'on le voit déjà. Donc, si on y retourne, c'est vraiment la peur au ventre. C'est vraiment extrêmement angoissant. Toutes les personnes qui envisagent de le faire, pour le moment, c'est vraiment la grosse inquiétude, parce qu'on ne tient pas à le faire. C'est vraiment contraint et forcé, on va dire. Et vous personnellement, moi, j'y pense aussi. Moi, j'y pense aussi et je me demande juste dans quelles conditions je vais pouvoir le faire. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais trouver un moyen de ne pas le faire? Et dans cette situation d'arrêt, est-ce que vos clients continuent à vous solliciter quand même? Alors, oui. Alors, c'est un peu un paradoxe où on continue à avoir des sollicitations, assez rares mais quand même, et aussi beaucoup plus de violences potentielles, en fait. Pourquoi? En fait, il y a cette idée qui est véhiculée par certains, comme quoi les travailleurs du sexe seraient les propagateurs de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui, ça fait partie de l'imagerie populaire, où on a toujours accusé les travailleurs et les travailleuses du sexe d'être les vecteurs de la maladie. Or, il se trouve que les travailleurs du sexe, nous sommes très très au fait des mesures de santé et de sécurité.
on fait très attention à notre santé. Et là, dans la situation où on est aujourd'hui, il y a des gens, en fait, qui vont être agressifs parce qu'ils estiment, en fait, que c'est de notre faute. Donc, je vois, j'ai des collègues qui reçoivent des messages d'insultes en disant alors, qu'est-ce que j'ai vu? C'était assez intéressant. C'est un démon qui provoque la foudre et cette calamité. C'est assez violent à recevoir, alors qu'on sait qu'on n'est pas du tout responsable. Vous nous décrivez des situations extrêmement difficiles dans un contexte qui est déjà très dur. Est-ce que vous pensez que cette crise peut faire changer les choses, bouger des lignes? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça? Et là, ce qu'on voit est d'une telle violence par rapport à la précarité qu'on subit que oui, je pense que ça va avoir un impact. Je ne sais pas encore lequel. Je caresse l'espoir que ça fasse bouger les choses dans le bon sens, mais je préfère rester optimiste et me dire que ça fera bouger les choses, que les gens vont comprendre qu'on ne peut pas se contenter de faire des économies et que la santé de tout le monde, en fait, c'est un bien de la nation. On ne peut pas juste considérer que les plus faibles doivent se démerder et que s'ils crèvent, c'est pas grave. Si, c'est grave en fait. Et mettre de côté les plus faibles, c'est mettre en danger toute la population et pas uniquement les plus faibles. Cet épisode a été enregistré le 3 avril 2020. Le confinement, pour l'heure, est maintenu jusqu'au 15, mais le gouvernement peut le prolonger s'il l'estime nécessaire. Tant qu'il dure, nous continuerons à recueillir des témoignages, à documenter ce moment hors norme que nous vivons. Pour nous soutenir, abonnez-vous, mais surtout notez et commentez le podcast sur vos plateformes. Faites tourner ces paroles, partagez-les, tous nos témoins sont heureux de se savoir écoutés.